Comprendre ces schémas, c'est pas suffisant pour guérir et ça, c'est une thématique dont on va parler dans cette vidéo parce que très souvent quand les gens, bookent des rendez-vous, donc ils remplissent un certain nombre de questions et il y a très souvent, voilà, j'ai fait X années, d'analyse, j'ai lu X bouquins, j'ai la blessure de l'abandon, j'ai la blessure du rejet, j'ai ceci, j'ai cela, mais pour autant, ma vie, elle change pas des masses. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements, mais finalement on est encore empêtré dans le problème et c'est normal parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, ça s'appelle ce qu'on appelle l'illusion d'insight et c'est une sorte de piège, on pourrait dire ça comme ça, dans lequel on va plus ou moins tomber à différents degrés. C'est-à-dire que dans ce fameux travail de guérison, en fait, il faut comprendre, il y a 2 parties à la guérison. La première, c'est le processus cognitif, c'est-à-dire on va comprendre les mécanismes, on va lire des livres, écouter des podcasts et cetera, donc on va lui donner du sens, on va le nommer, l'analyser, bref, ça c'est le domaine de la logique. Et le truc, c'est que cette première étape, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, obligatoire et puis elle est intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir les yeux dans un certain degré. Mais ça fera pas le job jusqu'au bout. Et en fait, il y a la deuxième étape, celle-là, elle fait c'est celle-là qui fait un petit peu piquer les yeux, c'est le processus transformatif, c'est-à-dire le fait d'intégrer cette donnée au niveau émotionnel, corporel et comportemental, pour modifier finalement sa réponse automatique par rapport, au monde ou à notre vie au quotidien. Donc du coup, en fait, le simple fait de pouvoir nommer et expliquer, un schéma dysfonctionnel comme par exemple, voilà, truc bidule est atteint d'immaturité émotionnelle ou je suis atteint d'immaturité émotionnelle ou j'ai la peur de l'abandon et cetera. C'est là où il y a un petit peu l'arnaque. C'est que ça donne une satisfaction au cerveau et l'impression d'avoir résolu le problème puisqu'on a pu le pointer du doigt, on a pu lui mettre une étiquette et du coup, ça coche un peu la case «dossier traité» et du coup, on va passer à autre chose et ça donne cette impression-là dans le cerveau et en fait, du coup, c'est gratifiant, ça rassure, surtout l'ego et ça donne le sentiment de maîtrise puisque maintenant on sait. Mais je rappellerai un dicton qui est très intéressant: «Savoir et ne pas faire n'est pas savoir». C'est-à-dire que si tu lis 50 bouquins sur le golf, mais que tu vas jamais jouer au golf, tu es un théoricien du golf, mais tu ne sais pas jouer au golf puisqu'il y a le savoir, donc le processus cognitif de comprendre les mécanismes, donner du sens, nommer, analyser, engranger de l'information. Puis après, il y a le processus transformatif. Et du coup, dans ce travail de guérison, c'est là où on risque de tomber dans ce piège-là, c'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup de temps à lire, relire, à un moment on tourne en rond. Et en fait, parce que il y a une petite arnaque ici, c'est que passer du processus cognitif qui finalement est assez passif, est assez agréable dans le sens où lire des bouquins, écouter cette vidéo, ça demande peu d'efforts finalement. On peut très bien, il y a plein de gens, je suis sûr, ils écoutent mes podcasts et ils sont en train de faire la vaisselle en même temps, ce qui est normal. Moi, je fais pareil. Mais, mais du coup, c'est assez passif, on fait deux choses en même temps. Donc du coup, quand par exemple on a la peur de l'abandon et qu'on entend quelqu'un nous faire un podcast sur la peur de l'abandon, etc., on va dire ah mais oui, mais ça c'est exactement moi, ta. Et là, on croit qu'on sait. Et on sait un petit peu. En fait, le vrai game, il est demain, dans ta vie de tous les jours. Parce que déjà, tu as pris le temps de savoir comment cette blessure de l'abandon chez toi se manifeste, c'est-à-dire dans ton domaine professionnel, personnel, sentimental, et cetera. Est-ce que tu as pris déjà le temps de noter tout ça? C'est-à-dire d'arriver à introspecter, donc à rentrer en toi. Donc il faut déjà, là, oser regarder en soi comment se manifeste cette peur de l'abandon ou cette peur du rejet ou peu importe. Une fois donc déjà, là, on est déjà dans du moins passif. Là, ça, déjà, il va falloir se creuser le cerveau et je peux dire que dans ce, dans cette étape-là, on perd déjà beaucoup de gens parce que, écouter le podcast, c'est facile. Commencer à prendre sa feuille et un stylo pour dire: «OK, ma peur de l'abandon, dans le niveau sentimental, à quel moment moi j'estime que, ma peur de l'abandon s'active? C'est quoi mes comportements quand ça s'active?» Là, ça va te piquer un peu les yeux parce que va falloir qu'on ose se rendre compte, de ce qu'on fait, quoi. Puis ensuite, il y a maintenant que je sais où est le problème, va falloir que je passe la bétadine et le pansement. Du coup, va falloir que je fasse un choix transformatif, donc le processus transformatif, c'est-à-dire intégrer cette nouvelle donnée au niveau émotionnel, corporel, comportemental, ce qui veut dire forcément, et c'est forcément le cas, à différents degrés, faire un choix délibéré de passer par cette zone d'inconfort. Exemple, on va dire chaser anxieux. Alors quand je dis chaser, je ne parle pas forcément du parcours professionnel. Voilà, on va prendre
un profil anxieux, femme ou homme, peu importe, eh bien, il a écrit un message, je sais pas moi, à 8 heures du matin à sa conjointe ou son conjoint et puis, bah, il est 11 heures et il y a toujours pas de réponse. Bah, comment se manifeste donc du coup cette anxiété chez la personne? Une fois qu'elle a identifié, est-ce qu'elle est prête à faire ce qu'il faut pour contrecarrer ce nouveau comportement? Il y aura forcément une zone d'inconfort. Du coup, est-ce que la personne va le faire ou ne va pas le faire? Et du coup, est-ce qu'elle va s'attaquer comme ça à la ribambelle de choses qu'elle a pu détecter, écrire sur sa feuille qui dit: «Bah, voilà, la peur de l'abandon, j'ai noté 7 paramètres de ma peur de l'abandon qui se manifestent dans le milieu professionnel», par exemple, personnel et puis sentimental. Et du coup, bah, je vais passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, bah, finalement à apprendre une nouvelle langue quoi, en fait, apprendre un nouveau comportement. Mais du coup, est-ce que j'ai envie de m'y confronter à cette étape-là? Parce qu'elle va pas être agréable. Et du coup, il y a ça, en fait, comme barrière. C'est pour ça que, très souvent, on va rester dans le processus cognitif, tout en se rendant compte que, bah, ça demande peu d'efforts et en même temps, on a l'impression d'avoir compris. Mais en même temps, on a un petit peu peur d'aller se confronter à la réalité terrain, bah, pour faire le vrai changement. Cette illusion d'insight, en fait, c'est pas une vue de l'esprit, c'est, ce qu'on appelle en psychologie un biais d'introspection qui a été formalisé donc dans les années 70, par les chercheurs en psychologie sociale, donc Richard Nisbett et Timothy Wilson, notamment, bah, dans leur article, qui s'appelle en anglais «Tell me more than we can know», donc en 77. Et eux, bah, ce qu'ils ont démontré, c'est une vérité qui est quand même assez dérangeante. C'est-à-dire qu'on a un accès, limité au processus réel qui dicte nos comportements, nos choix et nos émotions. Et en fait, leurs travaux, du coup, plus tard, ont été confirmés, par des études donc ultérieures comme celle de Wilson et Dunn en 2004 et qui, grosso modo, bah, prouvent qu'on est un peu des machines à justifier. C'est-à-dire, ils disent: «Bah, notre cerveau conscient, c'est un énorme narrateur, en fait, et il invente des explications cohérentes et logiques a posteriori, bah, pour justifier, bah, des réactions qui viennent de ces fameuses zones, inaccessibles ou partiellement accessibles à notre conscience, c'est-à-dire ce fameux mental ego inconscient et cetera». Et la conclusion, bah, de ces études-là, elle est quand même assez brutale parce qu'ils disent, en gros, le sentiment de lucidité, c'est-à-dire: «Ah bah, oui, je sais pourquoi je fume, parce que c'est à cause de ma mère qui, quand j'avais 7 ans» et cetera et cetera et cetera. En fait, c'est souvent qu'une histoire rassurante qu'on va se raconter et à laquelle on va s'accrocher et c'est pas le moteur de changement. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette prise de conscience que, par exemple, j'ai tel problème maintenant parce qu'à l'époque il s'est passé X, Y, ça garantit pas la guérison. Ça garantit seulement une meilleure narration de sa propre souffrance. Et ça, je le vois tout le temps, bah, en coaching parce que notamment quand les gens, ce que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire que remplissent, les différentes questions, avant le rendez-vous, combien disent: «Bah, voilà, j'ai quand même compris plein de choses, je me suis vachement renseigné, j'ai lu plein de bouquins, j'ai fait plein de ci, plein de ça et cetera». Pour autant, je me rends compte que, bah, les problèmes que j'ai maintenant, c'est les mêmes que j'avais il y a 5 ans ou il y a 10 ans et ça bouge pas, en fait. Pourtant, j'ai compris des choses. Et oui, et il y a une raison à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il va bloquer le changement. Mais pourquoi il va bloquer le changement et comment il le fait? Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre parce que la clé, bah, justement, du changement, elle est là. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Lui, c'est le siège, bah, de la raison, du langage, de la planification, de l'analyse. C'est la partie la plus récente de notre évolution. Donc, il comprend vite, il adore les concepts abstraits, il peut dire des trucs comme je sais que je ne devrais pas m'énerver pour si peu, même si on s'énervait. C'est lui qui, quand il lit un article ou écoute un podcast, va hocher de la tête. Mais en plus de ça, on a un truc qui s'appelle le cerveau limbique et l'amygdale. Lui, c'est le siège des émotions, de la survie, de la détection du danger et de la mémoire traumatique. Donc lui, il comprend pas, hein, le français, l'espagnol, le russe, il en a rien à carrer. Lui, il réagit aux sensations, au ton de voix, au regard, bref, au danger perçu. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant et beaucoup plus ancien, bah, que le, cortex préfrontal. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de conflit intérieur, en fait, parce que entre les 2 zones. C'est-à-dire que quand on est calme, bah, elles communiquent très bien, donc tout est fluide. Mais quand on est déclenché ou activé par un stimuli extérieur, du coup, il y a la peur de l'abandon qui se réveille, la colère, le stress et cetera. L'amygdale, elle prend alors le contrôle et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va débrancher, littéralement, le cortex préfrontal et on appelle ça le détournement amygdalien. Et quand ça arrive, eh ben, tu es sous emprise, tu es possédé par une réaction qui a été décidée par l'amygdale. Exemple de ça, tu es à un barbecue entre amis, l'été,
tout se passe bien et à un moment donné, il y a une des personnes qui se met à crier comme une dératée, donc tout le monde se retourne en stress parce que qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle s'est fait attaquer par un ours. Bah non, il y avait juste une punaise dans son assiette et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que toi, tu peux arriver avec tous tes raisonnements logiques, lui expliquer que la punaise, bah, de toute façon, elle est inoffensive, elle a pas de venin, qu'elle compte pas t'attaquer, qu'il y a rien dans son comportement à la punaise dans l'instant qui montre qu'elle cherche à t'attaquer. Elle a juste grave la dalle, et cetera, et cetera. Tu peux lui sortir une liste de 1850 études scientifiques sur le fait que la punaise est human friendly. Elle est déclenchée par son système amygdalien parce qu'en elle, il y a marqué insecte est égal à danger de mort. À ce moment-là, tu peux lui expliquer tous les raisonnements du monde, ça ne fera aucun effet. La seule chose qui va fonctionner, ça va être quoi? Tuer la menace, ou éloigner la menace d'elle, ou éloigner elle de la menace qui, grosso modo, revient au même. Donc, travailler sur le déclencheur extérieur. Mais quand on fait ça dans l'instant, c'est une solution temporaire parce que travailler sur le déclencheur extérieur, c'est pas travailler sur l'intériorité, c'est-à-dire la programmation qu'il y a dans l'amygdale de la personne en question. Ce qui fait que, bah, 6 mois plus tard, si le même genre de situation se représente, on fera face au même comportement. Et c'est là que on peut aller justement en thérapie, on va dire traditionnelle, classique, et puis réfléchir, mentaliser, analyser, lire plein de bouquins sur les phobies, et cetera. On va comprendre plein de trucs, mais dans 6 mois, s'il se passe la même situation, du coup, il y a encore le même comportement ou pas? Et on va se rendre compte que oui. Parce que justement, et c'est là le point clé de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré, toutes ces informations sur les phobies ou la blessure d'abandon ou ceci, cela, où on comprend tout un tas de mécanismes parce que on peut lire aussi toutes les réactions biochimiques qui se passent dans le corps quand, une phobie se déclenche et cetera et cetera. Même là, maintenant, quand tu vas comprendre ce que je vais te dire là, tu vas dire: «Bah oui, bah c'est évident, tout s'explique». Ouais, mais c'est pas pour autant que ça aura annulé tes peurs. Pourquoi? Parce que quand on va avoir toute cette information sur la blessure d'abandon ou sur les phobies, peu importe, c'est le cerveau préfrontal qui s'illumine. Mais les réactions mécaniques, peur, panique, envie de pleurer, besoin de contrôler l'autre, par exemple si on a la peur de l'abandon, ou les crises d'hystérie quand on voit une punaise, tout ça c'est géré par le système limbique. Et le truc, et c'est ça le point important, le système limbique, lui, il a pas accès à ton master 2 en blessure de l'âme, hein. Tes 300 000 bouquins que tu as lus, lui, il s'en fout en fait, hein. Ça change pas du tout la donne pour lui. Du coup, nous, pendant qu'on utilise le cortex et qu'on comprend plein de trucs, on comprend plein de trucs. Mais c'est très, très de loin, très, très insuffisant pour vraiment créer des changements, là où c'est le cerveau limbique qui contrôle. Parce que si tu as un problème A, mais que le cerveau limbique sur le problème A, il est pas actif, bah oui, tes prises de conscience vont te permettre de comprendre des trucs, donc tu vas pouvoir prendre des décisions différentes et puis tu vas créer des actions différentes, donc des comportements différents. Et là, tu vas dire: «Ah bah, ce bouquin m'a trop aidé». Ouais, c'est bien. Mais si sur le problème B, le cerveau limbique est activé et que toi tu fais pareil, tu lis plein de bouquins, tu comprends plein de trucs et tout, bah, il y a rien qui a changé. Tant que tu pas allé entre guillemets, mettre ton museau dans le cerveau limbique pour aller dissoudre, désactiver, en fait, sa programmation, tout simplement. Ou ça peut nous amener à une situation que je trouve à la fois subtile mais pernicieuse, c'est quand le travail sur soi, bah, il devient une identité de façade. Alors ça peut être un petit peu chez une personne, moyennement chez l'autre, ça va vraiment dépendre de chaque personne et il y en a qui vont très, très loin là-dedans. Pourquoi? Parce que à force de lire et de comprendre, bah, on se forge une entité d'une personne qui est consciente, qui est éveillée, qui est lucide, qui a beaucoup travaillé sur elle parce que du coup maintenant, on adopte un nouveau vocabulaire, et cetera. Mais on va se rendre compte qu'en termes de comportement et de bien-être au quotidien, ça a pas changé non plus des masses. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il y a une telle différence entre tout le processus, donc étape un que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le processus cognitif, donc comprendre un mécanisme, lui donner du sens, emmagasiner de l'information, donc au niveau de la mémoire, le nommer, l'analyser, et cetera. Et puis le processus transformatif, c'est-à-dire intégrer cette donnée au niveau émotionnel, corporel et comportemental pour modifier bah, sa réponse automatique face au monde. C'est là où c'est un peu pernicieux parce que le processus cognitif, c'est celui qui va coûter le moins d'énergie, qui va le moins nous mettre en danger, qui est le plus facile d'accès, puisque du coup, écouter un podcast ou lire un bouquin, et cetera, bah, finalement, on est dans une certaine passivité participative. Tu peux lire un bouquin sur comment aborder une femme dans la rue, tu es dans ton lit, sous ta couette en train de lire le bouquin, tu trouves ça génial, tu comprends plein de trucs parce qu'on te parle des peurs des hommes, et cetera, donc tu «Waouh, j'ai compris, OK, super», mais donc du coup, demain, tu sais aborder une femme dans la rue ou toujours pas?
Eh non, parce que le demain, ça va te demander de te confronter à ton processus transformatif et celui-là, il fait vachement flipper. Pourquoi? Parce que être dans son lit, lire un bouquin, même si on comprend plein de choses, pardon, au niveau cognitif, quand la personne va se dire demain: «Allez, c'est bon, j'y vais, je tente l'affaire», son cerveau limbique va se réveiller direct et là, bah, je sais pas moi, peur d'être moqué, peur de passer pour un con, enfin peu importe en fait, la peur quoi. Ah bah, du coup ça va l'arrêter, tout net. Un peu comme un tronc d'arbre, poum, qui s'éclate sur ta route, en général tu freines. Et là, il va se passer la même chose. Pourquoi? Parce que on va s'identifier à la pensée, à l'émotion. C'est-à-dire que plus j'ai une pensée qui arrive fort en moi, plus je vais avoir tendance à croire que ce que ça me dit est vrai et où va m'arriver. Donc je prends pour argent comptant, je donne énormément de crédit à ma peur. Donc du coup, je suis entre guillemets «paralysé», bloqué ou dans une certaine forme de résistance. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire comme choix? Bah, demain, bah, je vais pas y aller. Du coup, j'ai toujours le même problème. Et là, c'est là qu'on va faire quoi? Revenir à ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, on va revenir au processus cognitif. Il faut que je lise encore plus de bouquins. Il faut que je comprenne encore mieux la chose. En fait, on part un peu dans une sorte de petit marathon invisible en quête de la prise de conscience qui devrait créer un changement comportemental. Et là où c'est une arnaque, c'est que des fois, effectivement, ça arrive quand le cerveau limbique est pas engagé dans le problème en question. Lire un bouquin, comprendre un truc, ça suffira pour changer de comportement, changer de fusil d'épaule et faire différemment. Ah, mais là, par exemple, quand tu es une femme et que tu veux aborder un homme dans la rue, je te garantis que tu peux lire autant de bouquins que tu veux, ça va pas t'aider, hein. Et quand tu es un homme et que tu vas aborder une femme dans la rue, je peux dire que ça va pas t'aider, hein. Tu vas te chier dessus direct. Et oui, c'est normal parce que là, le cerveau limbique, il va se réveiller tellement fort. C'est pour ça que très souvent, quand je parle à des femmes et que je leur dis: «Mais pourquoi tu t'abordes pas un mec dans la rue? Tu es au café avec tes copines, le mec te plaît, bah, vas-y, tu vois, demande-lui son numéro». Bah, elles te disent que c'est viscéral. C'est dans l'intérieur, c'est le corps, il a Jacques a dit: «Tu bouges plus». Et ouais, parce que c'est le cerveau limbique qui est aux commandes, en fait. Et là, tu peux y aller avec tous les c'est comme avec la punaise, tu peux y aller avec tous les raisonnements du monde en disant: «Mais non, mais regarde le mec, il a l'air sympa, de toute façon, il qu'est-ce que tu tu il va pas te foutre la honte devant tout le monde, ça arrivera jamais ça». Tu peux dire tout ce que tu veux, il se passera rien. Pareil, si tu es un mec et qu'il faut aborder une nana, Heu, bah, tu peux donner tous les raisonnements que tu veux, si la peur est au contrôle, la peur est au contrôle, fin de l'histoire. La seule chose qui va fonctionner, c'est un travail style EFT. Parce que ça va venir désactiver le cerveau limbique et donc derrière, après, bah, tu peux passer à l'action. Et donc, pourquoi je dis qu'on peut arriver à cette étape-là où le travail sur soi, il devient un peu une identité de façade? Parce que alors ça peut être un petit peu beaucoup passionnant, parce que comme on va avoir peur du processus transformatif, parce qu'on se fie à ses pensées, on va faire une déviation pour revenir à ce qui est confortable, donc processus cognitif. Et là, on a emmagasiné du vocabulaire. Plein de trucs. On sait expliquer plein de trucs, limite on est devenu un professeur, mais sans vraiment les résultats. Tu as un prof de maths qui a jamais construit de pont quoi, tu vois en gros. Donc tu connais les maths, mais tu as jamais utilisé les maths pour construire un pont. Et là, ça devient dangereux parce que je vais donner le cas de Sophie l'experte par exemple, parce que c'est un cas un peu traditionnel, c'est, bah, Sophie qui, connaît tout sur l'attachement évitant parce que son ex l'était, donc du coup, elle a lu plein de bouquins dessus et tout, donc elle peut t'expliquer pendant des heures, bah, c'est quoi le tu vois, comme à l'université, quoi. C'est quoi un style d'attachement évitant? Comment agissent les évitants? Elle peut même te faire des vidéos YouTube, sur ça et cetera et cetera. Sauf que Sophie, mois après mois, elle continue de choisir des hommes, parce que c'est elle qui les choisit, même si eux viennent à elle. Elle fait au final, elle choisit de dire oui à cet homme-là ou à un autre, en fonction de ses goûts, de ses couleurs et de sa programmation mentale, qui veulent pas s'engager. Donc elle, elle voit pas qu'en fait son obsession à analyser l'autre ou le fait de croire qu'elle sait comment fonctionne un évitant, en fait, c'est aussi sa propre manière d'éviter l'intimité réelle, parce qu'en fait, c'est ça son problème. Enfin, ça entre autres. Donc ce qu'elle sait pas, c'est que son savoir, il est devenu un écran de fumée. Elle pense qu'elle sait, mais en fait, elle a toujours les mêmes résultats. Donc du coup, sans trop s'en rendre compte, bah, elle se cache un peu derrière ces concepts pour pas affronter sa propre peur du vide, du néant et surtout d'être authentique dans une relation amoureuse. Et donc, cette identité de celle qui sait devient finalement une sorte de bouclier impénétrable, puisque je suis celle qui a travaillé, donc je ne peux pas admettre que je suis encore terrifié bah, comme une enfant. Je vais donc rationaliser mes échecs relationnels avec des concepts un peu chelous, complexes, flous, quoi. C'est mon karma, c'est mon être intérieur qui a dit que, c'est une relation flamme jumelle, il est narcissique et tout. Ça se trouve, en plus, le mec l'était, tu vois? Bref, plutôt que de regarder finalement, bah, sa vulnérabilité en face. Parce qu'il est là le vrai travail et c'est celui-là qui va transformer, en fait. Du coup, la phrase: «J'ai beaucoup travaillé sur moi», bah, ça vient
Ça devient un peu une sorte d'auto-validation qui empêche toute remise en question réelle et fige dans une certaine mesure, le processus de guérison. Alors du coup, comment savoir si on avance vraiment ou si on se raconte des histoires? Parce que c'est facile d'être perdu dans le monde, on va dire, processus cognitif, de lire, de séminaires et cetera. On peut même faire tout un tas de pratiques diverses et variées, mais est-ce qu'on avance vraiment? Et des fois, ça sera le cas et des fois, on stagne, en fait, pendant pas mal de temps. En fait, la réponse, elle est assez brutale, observable, mais surtout libératrice. Les actions et les réactions physiologiques. C'est-à-dire que, par exemple, en psychologie comportementale, on ne mesure pas l'intention ou la pensée, on mesure le résultat. Donc la question, ça ne sera pas: «Est-ce que vous avez compris pourquoi vous faites ça?» mais ça sera plutôt: «Est-ce que vous faites concrètement autre chose quand l'émotion X survient?» Donc voici quelques marqueurs de transformation à prendre en compte. On va avoir ce qu'on appelle l'inhibition de l'impulsion. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de ressentir une impulsion émotionnelle intense, genre envie d'envoyer un message de reproche, de crier, de fuir, de provoquer une crise, mais sans agir automatiquement dessus? En gros, est-ce que tu peux rester présent avec l'inconfort quelques minutes de plus qu'avant? C'est-à-dire qu'on sent que avant c'était automatique en une fraction de seconde. Maintenant, c'est ouais, j'arrive à te dire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, du coup, sans décharger sur l'autre, ni chercher à l'anesthésier. Ensuite, la pose de limites. Est-ce que tu es capable de poser des limites claires et fermes là où encore hier, tu t'écrasais par peur du conflit, du rejet ou de perdre d'autres personnes? Ensuite, on va voir la tolérance à l'incertitude. Est-ce que tu es capable de tolérer le vide, le néant, le je ne sais pas, l'attente, sans chercher à tout contrôler ou à provoquer une crise pour avoir une réponse immédiate? Par exemple, ici, ce qui est intéressant dans ce critère-là, moi, depuis 5 ans que je fais du coaching principalement FJ, j'ai eu une petite vingtaine comme ça de clients qui arrivent, bon, ils sont quand même très très imbus d'eux-mêmes. Bon, c'est un système de défense, hein, mais quand on les écoute, ils ont tout lu, tout compris, enfin, etc., etc. Reconnaissent en même temps être bloqués, puisque malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont quand même bloqués. C'est pour ça qu'ils viennent en coaching. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une tolérance à l'incertitude, donc au vide ou au je ne sais pas, qui est inexistante en fait. C'est-à-dire que dès qu'on leur pose une ou deux questions de coaching, de shadow work, on va dire traditionnel, et en général, je sors pas mes questions les plus difficiles au départ, j'y vais crescendo, la personne ne sait pas. Et là, il y a un effondrement entre l'image qu'elle s'est construite d'elle-même, donc ce fameux travail sur soi qui est devenu une identité de façade, et la réalité de terrain de: «En fait, j'en connais tout un rayon, mais en fait, là, j'arrive pas à répondre». Et du coup, là, la personne, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? À contrôler. Par exemple, la séance, ou à provoquer une crise. Pouvoir sortir de ce ressenti intolérable d'être dans la réalité factuelle de l'instant de: «Je ne sais pas». Dans la tolérance aussi à l'incertitude, on va avoir toutes les flammes jumelles qui vont dans le tarot. Pourquoi? Pour avoir un soulagement, parce qu'ils n'arrivent pas à tolérer ce vide, cette absence de l'autre. Ce je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il va me recontacter. Du coup, ils sont dans une attente intolérable. Ça aussi, c'est un énorme critère, c'est un énorme marqueur en fait à prendre en compte. Ensuite, du coup, on va voir la régulation nerveuse. Est-ce que ton corps est de plus en plus détendu? Est-ce que tu récupères plus vite après une dispute? C'est-à-dire en 20 minutes au lieu de 3 jours ou 3 semaines? Est-ce que le sommeil est meilleur? Puis ensuite, on va voir le choix des partenaires. Du coup, les personnes qui t'attiraient avant, style chaotique, toxique, instable, etc., évitant, tatata, est-ce que ces personnes commencent à t'ennuyer et ou à te repousser? Et que de l'autre côté, tu privilégies des personnes plus saines, plus apaisées. Et est-ce que avec ces personnes plus saines et plus apaisées, tu commences à prendre du plaisir? C'est hyper important de regarder tous ces critères-là. En fait, les résultats, uniquement que les résultats et que les résultats, c'est-à-dire les faits, uniquement que les faits et seulement les faits. Pourquoi? Parce que quand tu sais précisément et que tu décortiques, non pas juste avec l'analytique, mais où, par exemple, ma peur de l'abandon se manifeste précisément dans ma vie, tu as donc ton avant et après ta transformation dans ces mêmes critères-là. Tu sais exactement, en gros, avant tu fumais, maintenant tu fumes plus. Avant tu buvais de l'alcool, maintenant tu en bois plus. Avant j'avais tel ou tel comportement dans telle situation, maintenant je l'ai plus. Et c'est comme ça, on pourrait dire, par couche, par diverses situations, que tu vas pouvoir exactement cibler là où tu veux travailler. Donc tu as donc un avant-après. Et en fait, sans ces changements observables dans la matière, l'insight, les prises de conscience, c'est que de la philosophie. C'est du divertissement intellectuel, c'est pas de la thérapie. Et ça qu'il faut comprendre parce que c'est très facile
et on est tous tombés dans le panneau à différents degrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'il y a une porte à prendre et cette porte-là, bah, elle nous fait flipper et c'est pas grave, c'est genre, ça fait partie du game, hein, ça fait partie du parcours de guérison. Il y a des Et quand on l'a passé, en plus, généralement, ce qui se passe, c'est un petit peu comme à l'école, quoi. On galère sur un exercice de maths et tout pendant une demi heure, on se prend la tête. Puis quand on a trouvé la réponse ou comment on résout l'exercice, on se dit: «Bah, en fait, comment mais en fait, c'était bidon. En fait, c'était bidon. Pourquoi je me suis pris la tête comme ça, mais pendant une demi heure? En fait, c'était trop simple». Bon, ça, c'est une fois qu'on a passé la porte. Avant, quand tu es devant la porte, on a l'impression qu'il va falloir monter, le mont Everest. D'où justement l'utilisation de l'EFT pour que ce mont Everest, avec l'utilisation régulière, devienne une petite motte de terre que tu n'auras plus qu'à enjamber pour prendre des nouvelles décisions, mettre des nouvelles actions en place et donc cimenter le changement en toi. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer également, c'est qu'en pouvant prendre de nouvelles décisions et mettre des nouvelles actions en place, tu crées une répétition, donc une habitude, mais aussi des connexions neuronales dans ton cerveau. Et donc, plus tu répètes les choses, plus ça s'ancre en toi. Mais tant que tu as pas réduit la taille du mont Everest à une petite motte de terre ou un petit truc que tu peux vite fait escalader, c'est-à-dire une grande peur qui devient une petite peur, quand c'est des thématiques où l'amygdale est fortement réveillée, bah, tu iras jamais sur ce chemin-là parce qu'il te laissera pas y aller et toi tu t'identifies à la peur ou à la pensée, donc du coup tu auras pas envie d'y aller. Et hop, on revient en arrière et là, risque de rester dans, je deviens un étudiant à vie de développement personnel, de la spiritualité, voire même, je pars dans des déviations pseudo-spirituelles New Age où ça me fait croire qu'en fait, du coup, je vais pouvoir passer derrière la montagne, mais en me téléportant ou en passant dans la huitième dimension. Alors qu'en fait, non, non, c'est encore une échappatoire par rapport à la réalité de terrain. C'est-à-dire que bah, cette porte-là, je sens que je devrais la prendre, mais j'ai trop peur. L'EFT, ça va te permettre de dégazer tout ça, en fait. Et donc, du coup, derrière, de passer à l'action.